Qui a dit qu'il fallait attendre la fin des travaux pour louer ton bien immobilier? Salut, je suis Mathieu et tu es sur Chronique Imo. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai pas beaucoup de voix, comme tu peux le constater sur l'épisode du jour, et je tiens à m'excuser par avance. Euh, En plus, c'est le matin, donc le fait d'avoir la voix cassée, plus le fait que c'est la voix un peu, tu sais, du matin, un peu grave, ça va rendre la chose un petit peu particulière. C'est la première fois que j'enregistre un épisode le matin, de bonne heure comme ça. Mais les semaines étant de plus en plus chargées, j'ai l'obligation de tenir mon épisode hebdomadaire et donc du coup bah, je le fais de bonne heure. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Alors voilà, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un concept qui est certainement déjà très utilisé, mais en tout cas qui est assez peu discuté. C'est le concept de la location en état futur d'achèvement. Donc c'est pas quelque chose qui existe, hein, enfin, dans les termes, c'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça, en me basant sur la VFA. Donc, si tu es investisseur ou peu importe, enfin, tu as certainement déjà entendu parler de ce mot-là, la VFA, qui veut dire vente en état futur d'achèvement, ou autrement dit, la vente sur plan. Donc, souvent, quand tu achètes un bien neuf, on te le vend sur plan. Et ça s'appelle VFA. Voilà, c'est des programmes, soit de défis, enfin en tout cas, c'est des programmes de promotion immobilière. Et moi, moi, je fais pas ce genre de choses. Moi, je suis propriétaire bailleur, tu le sais. Et du coup, mon business model à moi, c'est d'acheter bas, rénover bien et louer très bien. Voilà, pour faire court, c'est ça mon business model. Et donc, du coup, ben, ce qui se passe, c'est que entre le moment où j'ai les clés du bien et le moment où les locataires rentrent dans le bien, ben, il y a plusieurs mois qui peuvent passer, même dans certains cas plus d'un an, quand il y a énormément de travaux et que c'est un ensemble de biens. Donc bref, je te la fais courte. En gros, je me rends compte que dans les discussions d'investisseurs, bah, c'est jamais vraiment discuté et la plupart attendent d'être à la fin des travaux, la plupart des investisseurs, pour prendre des super belles photos, et ils ont raison, euh, avec un grand angle, enfin vraiment faire des belles photos, des meubles, une déco, faire une petite situation de vie dans l'appartement pour que ça claque et que ça se loue bien. Et, euh, et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien, il est finalement dispo, il est prêt à louer, mais il n'est pas encore loué parce que tu es en attente de trouver le bon dossier. Alors tu vas me dire, ça va pas très loin, tu vas pas chercher beaucoup de temps. Si ton appartement il est vraiment de qualité, euh, et que ben, c'est un marché où il y a de la recherche, il y a de la demande, ben, dans quelques semaines, tu auras un locataire. Mais moi, qui ai une approche à toujours vouloir optimiser le temps, à défaut de pouvoir aller plus vite dans la rénovation, ben, je me suis dit que ça serait intéressant de parler de ce concept de l'EFA, et non pas de VFA, donc de location en état futur d'achèvement, qui consiste tout simplement à faire le même process que ces foutus promoteurs pour, pour le locatif. Et donc du coup, dans cet épisode, bon, cet épisode va pas durer non plus des plombs parce que le concept est assez simple à comprendre, mais je vais t'expliquer comment faire et quels sont les points d'attention. Mais moi, concrètement, ben, ce qu'il faut que tu saches, c'est que il y a pas mal de mes appartements qui ont été loués avant même qu'ils soient terminés. Et je me rappelle même d'une fois où je pensais être dans les temps, et le jour où on a signé l'état des lieux d'entrée, ils venaient de signer l'état des lieux d'entrée, et moi j'étais encore en train de mettre de changer le barillet de la porte et de poser les serrures sur la porte d'entrée de l'appartement. Donc tout ça pour te dire à quel point bah, j'ai pas attendu. Dès que le dernier coup de pinceau est passé, la serrure est posée, la dernière poignée est posée, le locataire peut venir et poser ses affaires et vivre dans l'appartement. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas de vacances locatives suite aux travaux. Parce que la vacance locative, c'est pas que quand il y a un changement de locataire, c'est aussi dès le début du projet que tu peux avoir de la vacance locative. Alors du coup, en guise de développement, euh, pour, euh, pour ce sujet, j'ai envie de commencer par qu'est-ce que tu as déjà en ta possession en fait? Qu'est-ce qui te permettrait de le faire?
Parce que ça peut paraître un peu saugrenu, un peu tiré par les cheveux, mais je t'assure que pas du tout. Et en fait, tu vas vite te rendre compte, bon, on va parler des différents sujets, de aussi si le marché il est tendu ou pas, etc. Mais tu vas vite te rendre compte que tu n'as aucune raison d'attendre, d'autant plus parce que tu as toutes les cartes en main. Et des fois, on n'y pense pas. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il te faut pour commencer à faire comme ça? Ben, il te faut ce que tu as déjà préparé pour faire tes travaux. Généralement, quand tu fais des travaux, ben, tu fais des plans 2D, 3D. Certains ne font que des plans 2D. Mais ça serait intéressant pour ce sujet-là d'activer du coup la possibilité d'avoir des plans 3D. Pas très difficile, c'est gratuit, tu peux le faire sur Internet, tu as différents sites qui te permettent de le faire. Euh, et puis, tu as notamment les plateformes de... Enfin, tu peux ajouter des photos, et tu as les plateformes euh, de mise en location, les plateformes telles que Le Bon Coin, Se Loger, etc., etc. Donc moi, pour les plans 2D, j'utilise le logiciel Archifacile. Donc ça, c'est très bien. Et en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu vas mettre ton annonce en ligne, bah, tu dois faire preuve de transparence. Tu dois dire ce que je suis en train de t'expliquer là. Tu dois expliquer que le bien, il est en cours de rénovation et qu'il sera disponible. En fait, tu dois faire un petit peu preuve de... C'est du marketing, hein, tout simplement, mais tu dois faire preuve de, de rareté. On va faire comme si ce bien était rare. Et franchement, on pourrait considérer qu'il l'est puisque tu remets sur le marché un bien tout rénové et de grande qualité avec une belle déco. Donc, faut vraiment pas sous-estimer la décoration et c'est pour ça que je parlais des plans 3D aussi qui vont permettre à mieux se projeter. Donc, le plan 2D, tu l'as déjà parce que tu t'en es servi pour tes équipes de rénovation, pour tes artisans. Tu as peut-être même ce qu'on appelle un plan d'exécution, donc c'est un plan encore plus élaboré, c'est-à-dire que c'est pas le plan où tu as juste les murs, les portes et les fenêtres, c'est un plan où tu as quasiment la disposition des meubles. Tu peux même mettre des couleurs sur les meubles, etc. Et ça, c'est toujours en 2D. Ça, tu peux le faire très facilement et gratuitement avec Archifacile. Et ensuite, bah, tu peux prendre SketchUp ou Cozy Casa, qui est très bien aussi, même très intuitif, Cozy Casa, pour faire des plans 3D. Toujours gratuit. Donc, tu peux mettre ça en guise de photo. Et tu peux mettre, en fait, tu sais que sur Le Bon Coin, par exemple, tu peux mettre que 3 photos. Donc, tu mets un plan 2D, un plan 3D, ou deux vues différentes d'un plan 3D. Ou alors, la troisième photo, bah, tu prends carrément une photo d'un appartement que tu as déjà rénové, de ton parc immobilier, ou d'un appartement que tu aimes et pour lequel tu t'es inspiré. Voilà, donc tu peux faire ça. Et tu écris bien dans la première ligne la première ligne de la description sur Le Bon Coin par exemple, tu mets bien en majuscule la date de disponibilité, la date à laquelle les gens peuvent rentrer dans l'appartement. Donc par exemple, là on est en mai, donc admettons que tes travaux se finissent fin mai, donc tu mets 1er juin. Voilà, disponible à partir du 1er juin. Voilà. Donc, et tu fais ta description en expliquant que c'est une réservation qu'il faut faire, que tu commences à récolter les dossiers parce qu'il y a beaucoup de demandes, et tu donnes toutes les caractéristiques, comme s'il était déjà disponible. Et évidemment, bah, qu'est-ce que ça va susciter chez tes interlocuteurs? Ça va susciter de la rareté. Ils vont se dire, ah, tiens, un appartement tout neuf, moi ça me plairait de vivre dans un appartement tout neuf. Je sais qu'il sera refait aux normes, que personne n'aura habité, donc il sera pas sale, il sera propre. Donc vraiment, tu vois, ça incite plus les gens à déposer un dossier. Puisque, étant donné qu'il n'est pas terminé, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le visiter, même si tu auras tes demandes. Euh, Ça va inciter vraiment les gens à faire la queue, comme une précommande un petit peu, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup ce concept de précommande parce que ça va te permettre de filtrer et de faire vraiment que par dossier. D'ailleurs, ça c'est intéressant qu'on en parle. Quel est le type de clientèle que tu vas toucher? Ben, en fait, ça c'est sûr que tu vas pas toucher des gens qui sont, comment dire, euh, qui sont dans l'urgence. Et donc, du coup, souvent, les gens dans l'urgence, ils n'ont pas le profil que tu recherches. Moi, je peux t'en parler parce que ça fait 10 ans que je fais ça, donc je vais pas passer par 10 chemins pour te raconter cette histoire. Moi, je vois bien que tous les messages qui commencent par urgent, je cherche, en urgence, un logement pour moi, mes 2 enfants, pour quitter une situation de couple, j'en reçois 10 par semaine, des messages comme ça. Donc, en gros, ce que je veux te dire par là, c'est que en faisant ce système
de, de liste, en fait, de précommande, en créant de la rareté, bah, tu vas avoir des gens qui ont des profils plus posés, peut-être des retraités, peut-être des gens qui ont une bonne situation, qui cherchent juste à se rapprocher d'un proche, etc. Et qui vont pouvoir te déposer un dossier, prendre le temps de bien constituer ce dossier. Et toi, tu sais que tu n'es pas dans l'urgence et la personne non plus. Donc déjà, ça c'est rassurant. Ensuite, étant donné qu'il n'y a pas de visite possible, ben, tu es forcément, comment dire, comme un professionnel de l'immobilier, c'est-à-dire que tu vas travailler avec un process où euh, c'est dur, c'est dur avec la voix. Euh, un process où en fait tes dossiers vont te permettre de rassurer ton interlocuteur et d'aller jusqu'à une éventuelle visite de fin de chantier pour valider, tu vois. Mais en gros, tu vas pouvoir filtrer jusqu'à ce que tu aies le bon dossier et dire à la personne, bon ben ok, je veux bien y aller avec vous et faire et vous réserver le logement. Pour réserver, ben, il faut payer les 2 mois de caution. Donc ça dépend si tu fais du meublé ou pas, généralement oui. Donc si tu fais du meublé, tu prends 2 mois de caution hors charge. Et donc voilà. Et donc la personne, elle a un bon dossier, elle te paye d'avance les 2 mois de caution pour réserver le logement. Et à une semaine avant de rentrer dans le logement, il faut lui demander le premier mois de loyer, donc le mois ou le prorata du mois en cours qu'elle va devoir te régler. Et c'est à ce moment-là où généralement tu fais ce qu'on appelle un, un rendez-vous de fin de chantier. Alors généralement c'est fait entre le client donc, qui est propriétaire et le maître d'œuvre ou la personne qui s'occupe de gérer les travaux. Mais tu peux faire exactement la même chose avec ton futur locataire pour dire, bon ben voilà, vous voyez que là on a mis en peinture, il reste à repasser une deuxième couche, qu'est-ce que vous pensez de la cuisine, etc. Et la personne elle va pouvoir venir, même peut-être apporter un regard, sans trop en faire, mais peut-être un regard en disant, ah tiens, vous n'avez pas pensé à faire ça, ça c'est dommage, ça serait peut-être bien de faire ça. J'ai cru que ça y était sur vos plans. Bon bah tu vois, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de discussion. Et la personne va se sentir d'une part privilégiée, et d'autre part, bah, toi, tu sais que tu as un bon locataire de par son dossier et de par le fait que que c'est le locataire qui va venir prouver que que les artisans ont bien fait leur travail. Parce que tu sais très bien qu'au bout de quelques semaines, certains défauts peuvent apparaître, etc. Donc ça c'est pareil, tu peux dire au locataire en disant, écoutez, l'appartement il était entièrement refait, peut-être qu'au début il y aura des petites choses qui vont pas. Donc si vous émettez des réserves, il va falloir me le dire que je puisse faire repasser les artisans au début de votre location. Bref, en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne façon de mettre en location, c'est bien. Et évidemment, ça soulève quand même la question de la qualité de ton marché. Et quand je parle de qualité, je veux dire la densité de ton marché. Parce que c'est sûr que si tu me fais ça, et encore, quoi que tu vois, je me rends compte que c'est pas exactement vrai. Parce en y réfléchissant, maintenant que je le pense, maintenant que je le dis, je pense que c'est pas vrai. Ça va surtout dépendre des besoins des gens. Mais en gros, j'avais envie de te dire, si jamais ton marché n'est pas dense, s'il n'y a pas beaucoup de demandes, bah, c'est sûr que ça va te prendre plus de temps. Mais en réalité, ça va dépendre, encore une fois, de la raison pourquoi les gens auraient besoin de venir s'installer dans la commune en question. Donc ça veut vraiment pas dire plus la ville est grande, plus c'est facile. Je pense que oui, en fait, plus la ville est grande, plus tu vas avoir de dossiers. Mais ça veut pas, la quantité de dossiers ne veut pas forcément dire la qualité des dossiers que tu vas recevoir. Et donc je pense que ça, c'est valable n'importe où. Même dans les petites communes, une petite commune de 2-3 000 habitants, ça fonctionnera aussi, c'est sûr. En fait, le bon dossier pour toi, ça sera le dossier de la personne qui a la meilleure bonne raison pour venir s'installer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, c'est pas forcément une raison professionnelle. Ça peut être une raison familiale. Tu sais, il y a plein de gens qui gagnent très bien leur vie qui ne vivent pas dans des grandes villes, qui vivent dans des petites communes. Mais justement parce qu'ils ont besoin d'être à l'extérieur des grandes villes, et ce, pas forcément pour des raisons professionnelles. Donc, voilà ce que je pouvais te dire avec ça. Ah, alors évidemment, c'est sûr que si tu écoutes cet épisode et que tu fais que de la location saisonnière, ah, tu vas te dire oui, non, ça n'a rien à voir. Forcément, la location saisonnière, tu vas d'ores et déjà mettre ton annonce en ligne quand tu auras que des belles photos, sinon ça marche pas. Évidemment, il va te falloir de belles photos pour mettre ton annonce en ligne.
euh, même si tu pourrais encore une fois t'inspirer d'un logement que tu as déjà fait et faire un copier-coller, mais ça m'étonnerait beaucoup parce que justement sur Airbnb, ce qu'on aime, c'est se démarquer et montrer les vraies photos du logement. Donc ça serait plus difficile en location courte durée, évidemment. Euh, même si en réalité, ce qui est génial avec la location de courte durée, bah, c'est que tu as très peu d'attentes, quoi, hein. Si t'es sur un marché où il y a de la demande à l'année, bon, bah là, normalement, tu n'aurais pas trop d'attentes une fois que les travaux sont terminés. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la location en état futur d'achèvement, bah, c'est juste la manière la plus rapide et la plus sécure d'éprouver le marché, en fait, de mettre ton bien sur le marché avant qu'il soit prêt. Et en plus, il y a un petit effet pervers, mais pervers positif, avec tes équipes qui travaillent sur place, ou même avec toi-même, parce que c'est peut-être toi qui fais ta rénovation, hein, comme moi, ça m'arrive de mettre les mains dans le cambouis, évidemment. Euh, eh bien, cet effet-là, c'est que tu vas avoir une date butoir et tu vas devoir la respecter, parce que si tu signes un bail. Alors évidemment, il ne faut pas attendre pour signer le bail, hein. Il faut, dès que tu as le bon dossier, tu fais signer le bail, tu récoltes les 2 mois de caution, euh, enfin de dépôt de garantie, et enfin, faut pas attendre le premier jour, c'est ça que je veux dire. Parce que les gens le savent pas forcément tous, mais ce qui déclenche le bail, en réalité, c'est pas la signature du bail, c'est la signature de l'état des lieux d'entrée. Donc n'attends pas le premier jour pour faire signer le bail en même temps que l'état des lieux d'entrée. Le bail se fait toujours signer en amont. Dans les étapes, d'ailleurs, je sais pas si j'ai déjà fait un épisode là-dessus, mais étape 1, je fais signer le bail. Étape 2, je récolte la caution, ou la caution et le premier loyer, ça va dépendre. Tu peux souvent demander les choses en même temps. Étape 3, je fais signer l'état des lieux et je remets les clés au même moment. Donc c'est toujours comme ça. L'état des lieux doit être contradictoire. Donc contradictoire, ça veut dire fait ensemble avec la personne ou les personnes. Et remise des clés au même moment. Relève des compteurs au même moment, etc. etc. Bref, en conclusion, je pense que c'est une bonne chose de faire de la LEFA, donc location en état futur d'achèvement. Je suis très fier de de cette petite invention. Même si, évidemment, je suis quasiment sûr que beaucoup d'investisseurs ont déjà fait ça, et sans vraiment s'en rendre compte, juste de manière naturelle, parce qu'on est un peu comme ça, nous les investisseurs IMO, on est un peu pressés, on en a marre d'attendre. Quand on a le bien et on voit la fin des travaux, ben on veut que ça soit mis en location, donc je suis sûr que tu l'as certainement déjà fait, si tu écoutes cet épisode. Allez, on termine justement cet épisode avec une question qui a été posée dans un groupe d'investisseurs dans lequel je suis, donc c'était pas euh, destiné à moi directement, mais j'ai quand même répondu. Et ce que je voulais dire, c'était, bon, d'une part, partager la question, la réponse, mais surtout partager un autre point que j'ai expliqué après dans ce groupe et qui a suscité quelques réponses, quelques débats. Enfin, en tout cas, ça a ouvert un débat assez intéressant. Donc, je voulais en parler avec tout le monde aujourd'hui. La question de Raphaël était: bonjour à tous, en cas d'impayé sur le dernier mois de location avant la sortie du locataire, est-ce que je peux retenir cet impayé sur le dépôt de garantie? Évidemment, la plupart des gens ont répondu bien sûr, tu peux y aller, n'hésite pas, nanana. Beaucoup de positifs. Et d'ailleurs, que du positif, que des gens qui disent oui, vas-y, y a pas de souci. Euh, et moi, euh, étant donné que j'ai bossé dans moi, j'étais de l'autre côté de la barrière en fait. J'ai bossé dans le monde de l'immobilier. J'ai bossé pour ce qu'on appelle une legal tech. Donc je connais très bien les textes de loi parce que mon travail à moi, c'était de vendre un outil et un service aux professionnels de l'immobilier sur la partie documents légaux, génération de documents légaux, etc. Donc je devais bien connaître les articles de loi et notamment sur la partie location et gestion. Et en théorie, donc je dis attention, en théorie c'est interdit. Cependant, c'est très courant de le faire. Donc en fait, mm, la loi, elle le dit très clairement, un impayé ne constitue pas une raison valable pour récupérer sur la caution. La caution, en fait, elle est destinée au bien immobilier en lui-même, mais pas à son exploitation. Donc c'est catégorisé en fait. L'argent il est catégorisé. Et donc tu peux pas lui dire bah je te prends un mois parce que t'as pas réglé ton dernier mois. Et effectivement on sait qu'il y en a plein qui font ça
pour être sûr de récupérer leur dépôt de garantie, parce que tu as encore des gens qui sont moyenâgeux, c'est des hommes de Néandertal, mais peut-être aussi parce qu'il y a des propriétaires indélicats, il n'y a pas que des locataires indélicats, hein, ça marche dans les deux sens. Donc du coup, peut-être qu'un locataire a vécu une mauvaise expérience et qui s'est dit, bah, la prochaine fois que je partirai, bah, je payerai pas mon dernier loyer, comme ça je suis sûr de récupérer l'équivalent de mon dépôt de garantie. Bref, la réalité, c'est que les textes ne le permettent pas, mais que la pratique le permet dans le sens où ça arrive très souvent. Même des gens très bien intentionnés le font. Et ça pose pas de problème, ça va jamais plus loin. En gros, voilà, même si c'est pas directement expliqué par le locataire, il se trouve qu'il paye pas son dernier loyer. Le propriétaire n'explique pas qu'il va conserver une partie du dépôt, mais il le fait. Et puis voilà, tout le monde, le propriétaire récupère ses clés, le locataire s'en va et tout va bien. Donc moi, du coup, je vais un petit peu plus loin et je lui dis, ma technique à moi, c'est d'appeler le locataire en lui expliquant que s'il ne paye pas son loyer, la somme qui sera retenue sur sa caution sera majorée de 20%. Évidemment, comme d'habitude, ne faire aucun écrit, noir sur blanc, pas de mail, pas de texto, de tout ça. euh, Parce que bah, dans les faits, c'est uniquement pour faire peur au locataire, c'est pas quelque chose que tu peux réellement faire. Et puis du coup, bah, lui faire payer son loyer normalement pour que tu puisses lui rendre sa caution entièrement et que tu restes bah, dans les clous de ce que disent les textes de loi. Donc en faisant ça, toi tu restes en légalité par rapport au texte, donc tu peux lui rendre sa caution entièrement, et tu lui as fait peur parce que lui il s'est dit ah ben en fait je pensais être plus intelligent que mon propriétaire en faisant ça, mais mon propriétaire, s'il récupère sur ma caution, il va me récupérer un mois plus 20%. 20% c'est beaucoup sur un loyer, hein. Tu vois, c'est un loyer de enfin, ça va chercher loin, quoi. C'est un loyer de 1000 balles, tu imagines, c'est 200 balles de plus, donc ça va chercher loin. Et donc, du coup, euh, moi, c'est ce que je préconise de faire. Évidemment, ça rend pas la relation plus agréable parce que du coup, c'est une menace contre une menace, tu vois. Donc là, ça ne fait que aller crescendo dans le négatif. Mais donc du coup, ça c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais te dire que ben, tu pouvais le faire si tu le souhaites, parce que généralement ça va pas chercher très loin. Mais si tu veux vraiment faire les choses bien, ben, tu peux aussi juste expliquer à ton locataire, ben non, faites pas ça, c'est ridicule, parce qu'en fait j'ai pas le droit de conserver. Si c'est juste parce que vous voulez conserver votre dépôt de garantie, sachez que j'ai pas le droit de garder du loyer sur le dépôt de garantie. Voilà. Les lois ne le permettent pas. Et bref, du coup, la conversation continue dans le groupe d'investisseurs. Et du coup, j'en ai profité pour leur partager une petite astuce de quelque chose que je fais et qui est tout à fait légal. Même si ça a été remis en question derrière, mais j'ai été vérifié, y a aucune jurisprudence qui, vient, euh, qui vient remettre en question ce que je dis. Donc, je dis dans le groupe, j'en profite pour ajouter que vous avez le droit d'inscrire une pénalité de majoration en pourcentage ou en euros dès le premier mois de l'impayé. C'est légal, donc n'hésitez pas à le mettre dans vos baux. En fin d'année 2022, j'ai eu plusieurs impayés. Oui, oui, j'ai eu plusieurs impayés et ça m'a bien saoulé, donc je suis rodé là. T'inquiète pas que le sujet, je l'ai poncé. Et du coup, qu'est-ce que je dis après? Depuis, j'ai envoyé un avenant à tous mes locataires leur expliquant qu'une majoration de 10% sera appliquée par mois d'impayé. Je l'ai pas envoyé à tous mes locataires parce que j'en ai où je sais que psychologiquement, ben, ça serait pas acceptable parce que ben, ils sont très bons payeurs et j'ai jamais eu de problème, voire même on s'entend très bien, donc il y a aucune raison de rentrer dans ce genre de discussion ensemble. Mais la plupart l'ont reçu et surtout ceux qui avaient eu des impayés, qui, je tiens à rassurer tout le monde, ont été régularisés depuis, sauf un où, bah, du coup on a monté un dossier avec une assistante sociale pour qu'il se sorte les doigts et qu'il se fasse aider. Mais disons que dans l'ensemble ça se passe quand même bien. Et voilà, et je voulais te partager ça, donc n'hésite pas à mettre une clause avec des pénalités. Euh, et, n'aie pas peur en fait
que ça soit considéré caduque, parce que il y a des gens dans le groupe qui m'ont dit que c'était pas possible. Enfin, il y a une personne qui m'a dit que c'était pas possible, en se basant sur un texte de loi. Sauf que il y a que le juge qui le sait, ça. Tu vois, il y a que le juge euh, qui peut décider de te débouter et de dire que ta clause est abusive. La clause, elle n'est abusive que s'il y a jugement. Donc ça veut dire qu'il faudrait que le locataire, il aille prendre un juge qui se fasse défendre devant un juge pour aller. Donc ça va hyper loin, tu vois. Il y a personne, enfin c'est très rare ce genre de cas. Surtout pour quelques loyers, un an de loyer, etc. Enfin ça va jamais chercher aussi loin. Et du coup, tout ça pour te dire, n'hésite pas. C'est pas une clause abusive parce que à ce jour, il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet. Et si jamais un jour ça le devient, même s'il y a une jurisprudence, il n'y a qu'un juge qui peut se baser sur une jurisprudence pour dire ben non, je vous déboute, votre clause est considérée abusive, vous perdez. Donc, tout ça pour te dire, n'hésite pas à un moment donné, parce que ça c'est de la pression qui est saine, hein, qu'on se le dise, ça c'est de la pression qui mérite d'être mise, parce que bah, toi, tu défends ton gagne-pain en fait. Tu défends, c'est comme, imagine si c'était si t'es une entreprise, bah, tu défendrais ton entreprise coûte que coûte. Quitte à être borderline, ben, autant défendre ton entreprise. Et si jamais ça va loin et que toi tu crois être dans ton bon droit, eh ben, ça pourra aller loin et le juge, eh ben, il pourra aussi trancher en disant effectivement, le texte de loi ne vous protège pas sur cette clause, donc cette clause est déboutée. Par contre, le locataire vous doit bien les loyers. Tu vois, t'es jamais que perdant dans une affaire propriétaire-locataire. Voilà pour l'épisode du jour. Bah, j'espère que c'est un sujet qui t'a plu et bah, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.